Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 2, féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2. Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 8. Les femmes peuvent-elles sauver la planète ? Avec Lorraine Bastide, Alexandra Palt et Paloma Moritz à la modération. Bonsoir, tout le monde m'entend ? Alors, bienvenue à ce 9e procès du siècle du MUSEM de la 2e saison qui s'intéresse aux discriminations et aux minorités. Alors ce soir, sur le banc des accusés, le système de domination sociale à l'origine des effondrements en cours. Un mal aux multiples visages. On peut l'appeler patriarcat, capitalisme, extractivisme, colonialisme, naturalisme ou encore androcène. Et face à cela, une question que l'on va devoir trancher toutes et tous ensemble ce soir. Les femmes peuvent-elles sauver la planète ? Une question qui, vous l'aurez compris, en ouvre 1000 autres, mais que l'on peut aussi critiquer dans sa formulation, puisque les mots conditionnent aussi la pensée. Alors, j'ose ici quelques petits nota bene. De 1, ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, mais plutôt l'humanité. C'est d'ailleurs ce que précise le 6e rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ils disent « La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur, l'humanité, elle, ne le peut pas ». Alors, est-ce que les femmes peuvent sauver l'humanité ? Mais là encore, qu'est-ce qu'on entend par femme exactement ? C'est aussi la question que l'on va se poser ce soir. Une chose est sûre, les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique et comme cela va souvent de pair, ce sont aussi celles qui y contribuent le moins, puisqu'elles émettent en moyenne 16% de gaz à effet de serre de moins que les hommes. Pourtant, elles sont souvent en première ligne de ce combat. Elles sont surreprésentées dans les mouvements écolos et dans le monde, la plupart des visages de la lutte face à l'urgence écologique et pour la justice climatique sont féminins, à l'image de l'Ougandaise Vanessa Nakate ou encore de la Suédoise Greta Thunberg, sans parler des figures plus historiques comme l'Indienne Vandana Shiva ou la Kenyane Wangari Maathai. Vous vous demandez sûrement qui est la personne qui vous parle depuis 2 minutes et déblatère. Je me présente rapidement, je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je couvre les enjeux écologiques pour un média indépendant qui s'appelle Blast. Et ce dont on va parler ce soir me tient particulièrement à cœur parce que je suis féministe, je suis engagée pour préserver les conditions d'habitabilité de cette planète à mon humble échelle et je suis intimement persuadée que si aujourd'hui on veut construire un autre modèle de société, si on veut essayer de préserver au maximum le vivant et sauver l'humanité d'elle-même, eh bien, on ne pourra pas le faire sans lutter contre les inégalités, les formes d'oppression et la plupart des discriminations sur toutes leurs formes. Pour échanger autour de ces questions écologiques et féministes, on a un énorme programme ce soir et comprendre comment est-ce qu'on pourrait habiter le monde autrement, j'ai le plaisir d'accueillir nos 2 intervenantes expertes du sujet que je vous demande d'applaudir, Lorraine Bastide et Alexandra Palt. Alors Lorraine Bastide, bonsoir, merci d'être là. Alors vous êtes journaliste, créatrice du célèbre podcast La Poudre, dans lequel vous recevez depuis 2016 des chercheuses, des artistes, des militantes, des activistes. Et après le succès du livre Présente, qui a été publié en 2020, qui était un manifeste féministe qui dénonçait l'invisibilisation des femmes et des minorités dans la société, mais aussi qui proposait des réponses pour y mettre fin, vous avez sorti il n'y a pas longtemps, en octobre 2022, un livre Futur, comment le féminisme peut sauver le monde, dans lequel vous consacrez un chapitre entier à l'écoféminisme. On va y revenir. Alexandra Palt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste de formation, vous êtes directrice générale de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe L'Oréal, directrice générale de la Fondation L'Oréal. Vous avez participé à la création de Women for Climate, qui est un programme de mentorat dédié aux femmes pour les faire monter en compétences et inspirer la nouvelle génération de leaders climatiques. Et enfin, en mai 2021, vous avez sorti
sorti un livre, Corporate Activism, qui est une sorte de manifeste d'adaptabilité qui est dédié aux managers d'aujourd'hui, dans lequel vous essayez de leur suggérer d'anticiper les changements à venir et en adoptant pour leur entreprise à la fois un code de comportement et un corpus de valeurs pour devenir en fait des activistes au sein de leur entreprise et d'être à même de mieux épouser les évolutions de notre société. Lorraine Bastide, je sais que c'est quelque chose de très très difficile, mais c'est vous qui allez vous y coller. Dans Futur, vous écrivez « Le féminisme peut sauver ce monde qui est en train de brûler sous nos yeux », ce qui résume finalement assez bien le projet de l'écoféminisme. Mais si on devait aller un petit peu plus loin, comment est-ce que rapidement vous définiriez l'écoféminisme ? Merci pour la question difficile, Paloma. Mais bon, pas de problème, avec grand plaisir. Je parle à une salle déjà un peu experte, donc ce qui est un peu impressionnant aussi. Je dirais que l'écoféminisme, c'est un geste, à la fois un geste de pensée, un geste intellectuel, mais aussi un geste militant qui consiste à relier l'oppression de genre et l'extractivisme. C'est un geste qui consiste à dire que c'est un seul et même mouvement qui a produit l'oppression des femmes et l'oppression et l'exploitation de la nature et de tous les corps vivants de la planète. C'est très important de noter que ce mot d'écoféminisme, s'il est né dans l'hémisphère nord, il a été prononcé pour la première fois, on s'accorde plus ou moins à l'admettre, par une penseuse, une militante qui s'appelle Françoise d'Aubonne, française, dans les années 70, et qui a fait émerger ce terme suite au rapport Meadows. Le rapport Meadows, peut-être que vous en avez déjà entendu parler ici, c'est un rapport en 72 où des scientifiques ont dit si on continue comme ça, on va dans le mur. C'était plutôt bien vu. Il aurait peut-être fallu les écouter à l'époque, mais malheureusement, personne n'a vraiment tendu l'oreille, sauf notamment des féministes comme Françoise d'Aubonne, qui ont fait un lien entre cette idée qu'on allait exploiter indéfiniment les ressources de la planète et les luttes féministes de l'époque pour la contraception et le droit à l'avortement, en disant, voilà, on exploite le ventre des femmes comme on exploite le ventre de la planète. Alors ça, c'est une vision qui était assez occidentale, assez hémisphère nord des choses, mais dans le même moment, dans l'hémisphère sud, et ça c'est toujours très important de le rappeler, en Inde, au Kenya, au Brésil, des femmes qui vivaient dans des pays colonisés allaient encore plus loin dans cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre l'exploitation de la nature, l'exploitation des femmes, mais aussi le colonialisme et même le racisme, et que finalement, sans que le mot écoféminisme soit prononcé, la lutte était encore plus avancée de ce côté-là. Et tu as parlé tout à l'heure de Vandana Shiva, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui explique très bien comme la colonisation est venue à la fois déposséder les femmes des savoirs ancestraux qui leur permettaient d'assurer un équilibre très harmonieux entre la nature et les humains, et ont vu ce savoir complètement arraché par le colon anglais. Donc l'écoféminisme, en fait, nous pousse à réfléchir au genre, certes, mais aussi au capitalisme, au colonialisme, à l'hémisphère nord, au racisme. C'est pour ça que c'est un sujet dont on dit souvent, on en a parlé pas mal ensemble cet après-midi, et qui donne un peu mal au crâne, parce que quand on commence à ouvrir sur ces questions-là, on fait des grandes boucles qui n'en finissent jamais. Oui, et quand on fait face aussi à des personnes qui n'ont pas forcément déconstruit à la fois le patriarcat et à la fois finalement le projet de destruction de la planète qu'il y a derrière le système dominant capitaliste néolibéral, c'est plus difficile de leur parler d'écoféministes s'il n'y a pas déjà eu ces premiers constats posés. Alexandra Palt, comment, pour vous, qu'est-ce que ça change finalement de regarder le monde avec des lunettes écoféministes aujourd'hui ? Oui, moi je voudrais ajouter et rebondir, parce que c'est vrai qu'on a toujours fait partie de l'oppression de la femme, aussi de l'association de la femme avec la nature, contrairement à la culture. Et c'est aussi toujours les populations minoritaires qui étaient associées à la nature. Donc les hommes noirs, les populations qui étaient victimes du colonialisme ont aussi toujours été associées à des réactions plus instinctives, plus nature, comme les femmes. Donc ça fait partie de ce système. Donc moi, c'est vrai que l'écoféminisme n'est pas ma première grille de lecture, mais plutôt cette oppression, donc la séparation entre culture et nature, et ensuite l'oppression de tout ce qui est associé à la nature comme argument de discrimination et d'exploitation.
Et pour vous, justement, à partir du moment où vous avez commencé à découvrir les théories écoféministes, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a ajouté une sorte de filtre à votre regard sur le monde? Mais vous savez, en fait, quand on est féministe, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, j'ai maintenant un certain âge et ma pensée n'est pas linéaire. Donc, c'est à une époque où je refusais beaucoup cette association avec la nature parce que justement, elle était très liée au fait que je ne voulais pas être réduite essentialisé à cela. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et donc la découverte de cette pensée-là, mais aussi de nouveaux philosophes et de nouveaux penseurs comme Baptiste Morisot, dont on va parler, ou Corinne Pelluchon, Descola, etc., je me suis aussi libérée de voir ça uniquement par le grille de l'oppression, mais de me dire, OK, moi, qu'est-ce que moi, autant que féministe et autant que femme qui essaie d'avoir une contribution au monde, je peux trouver dans cela. Mais je pense qu'il ne faut pas... je pense que le processus de réflexion et de maturation est éternel et toujours en mouvement. Alors justement, pour parler de cette difficulté à définir l'écoféminisme, à en parler et à changer les récits dominants de notre société, j'appelle à la barre le premier témoignage. Bonsoir. Un petit mot préliminaire pour dire que les témoignages qui sont présentés lors des procès du siècle sont issus d'un travail collectif en atelier qui se tient tous les dimanches, la commission d'enquête. Hier, donc, nous nous sommes réunis, une petite dizaine de personnes, pour ouvrir ensemble le sujet débattu ce soir et préparer des prises de parole au croisement de la fiction et du réel. Bonsoir. Je m'appelle Elisabeth, je suis française et j'ai 28 ans. J'ai participé hier à la commission d'enquête et ce soir, je m'appelle aussi Laura, je suis italienne et j'ai 25 ans. Je m'appelle aussi Mina, je suis coréenne et j'ai 18 ans. Je m'appelle aussi Mathilde, je suis chilienne et j'ai 26 ans. Je suis ici censée témoigner, contribuer à une discussion sur l'écoféminisme. Le féminisme, je le comprends, et je palpe son versant opposé, le sexisme, presque quotidiennement. Au-delà des formes évidentes qu'on connaît tous, il y a des formes insidieuses. Par exemple, cette fois, on a pu me dire que je n'étais pas assez calme et silencieuse, parce qu'après tout, c'est le rôle d'une femme que d'incarner la douceur. Ces remarques sexistes, pour autant, n'ont aucun lien avec la nature. Je crois que moi, Elisabeth, française de 28 ans, je n'ai que très peu de lien avec la nature. Je suis attachée à la mer, car je suis une fille de l'océan Atlantique. J'aime le soleil du sud, j'aime pester contre le crachin du nord, j'aime cuisiner les légumes et choisir quelques plantes aromatiques pour les habiller, mais après. Je ne suis pas à l'aise, paradoxalement, avec l'idée d'incarner et de contribuer à représenter ce que pourrait être l'écoféminisme. Je ne suis pas tellement à l'aise non plus avec l'idée d'incarner les femmes, comme si nous pouvions former un groupe homogène. Sauver la planète, n'en parlons même pas. Vouloir sauver la planète, c'est de ne pas accepter que du fait de nos actions, on puisse être amené à disparaître et que l'on nous survivra. D'ailleurs, je crois que Mina, en Corée, a un rapport bien différent que moi à sa terre, terre de spiritualité, du mythe fondateur des montagnes sacrées. Je crois que Laura, qui vient des Pouilles, elle aussi perçoit la terre comme celle qui nourrit les grandes tablées des repas du soir en Italie. Ensemble, on adore manger la mozzarella di bufala. Mais celle-ci est polluée par les déchets qu'on enterre dans cette terre dont se nourrissent les buffles. Je crois que Mathilde, elle, aime se baigner dans l'eau glacée du Pacifique et que le peuple chilien est un peuple de la terre, que les communautés autochtones chiliennes qu'elle étudie aujourd'hui ont un rapport aux éléments qui n'a nulle comparaison avec le mien. Il est aussi empreint de lutte, de revendications difficiles, d'invisibilité face au pouvoir public et aux pressions économiques d'un monde qui doit toujours aller plus loin et souvent dans la bêtise. Alors comment même oser vouloir représenter Laura, Mina ou Mathilda? À défaut de pouvoir formuler à voix haute l'incarnation de toutes ces voix, je préfère essayer de vous livrer la vérité d'un combat qui prend des formes si différentes qu'il ne peut être réduit à un tout. Je crois que beaucoup d'entre nous ce soir se reconnaîtront aussi peut-être dans ce simple rejet d'une injonction à expliquer, représenter, incarner ce qu'est le féminisme, comme si on devait avoir tout compris
et réciter notre leçon sans avoir jamais droit à l'erreur. Beaucoup d'entre vous, peut-être aussi, s'identifient à mon regard de femme blanche, citadine, française, privilégiée, qui finalement a peut-être déjà depuis longtemps perdu son rapport essentiel à la terre et n'a que des mots à proposer. J'aimerais que Mina, Laura, Mathilde puissent être là ce soir pour partager leur lien à la nature, à la féminité, à la réappropriation de la terre et de leur corps. Avec elles, on pourrait recommencer à écouter. Non pas seulement l'angoisse de vivre dans un monde violent, non pas seulement l'appel à la mobilisation, au combat de demain, mais écouter, réapprendre à être attentif à l'autre, à la beauté de cette planète, à la différence de toutes ces femmes, parce qu'il y a là quelque chose qui vaut d'être défendu. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, justement, pour continuer sur cette idée du lien à la nature, de la nécessité de construire d'autres récits et d'avoir aussi d'autres paroles qui s'expriment dans ce combat, je vais convoquer donc votre première pièce à conviction, Lorraine Bastide. Pour expliquer, donc vous avez choisi cette célèbre photo qui montre les femmes du mouvement Chipko en Inde qui, en 1973, s'enlacent au tronc des arbres pour lutter contre la déforestation et l'exploitation forestière. Et c'est notamment, justement, Vandana Shiva, que j'évoquais au début et que vous évoquiez, qui a médiatisé ce mouvement-là. Pour vous, qu'est-ce qu'elle raconte, cette image, et en quoi est-ce qu'elle est finalement révélatrice d'un autre récit qui doit s'imposer aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une image magnifique qui est vraiment forte. Alors Vandana Shiva, elle était toute jeune au moment des mobilisations Chipko, et c'est vraiment son déclic écoféministe, c'est là qu'elle a commencé à militer. Je pense qu'on peut lire tellement de choses dans cette image. Je ne sais pas très bien par quel bout prendre les choses, mais en tout cas, ce que ça raconte, c'est effectivement, ça parle de cette rupture entre nature et culture, qui est en fait une invention de la science occidentale. C'est une penseuse, Suzanne Griffin, qui l'a très bien écrit, une penseuse américaine, où on sent bien que pour ces femmes, qui sont des femmes paysannes, ça c'est aussi très important de le rappeler, comme le disait Alexandra, le mépris, il est de genre, mais il est aussi évidemment de classe, et c'est les paysans, paysans.ne, qui ont été oppressés en Inde. Et pour ces femmes, il n'y a pas de différence entre leur corps et le corps de l'arbre. Il n'y a absolument aucune frontière entre leur vivant et le vivant de cet arbre. Et elles sont en train de s'ériger avec leur corps, justement, contre cette espèce de dichotomie qu'on a voulu leur imposer entre elles et leur nature, puisque le colon anglais est venu en fait déforester les forêts dans une logique capitaliste afin de vendre le bois, et en l'espace de quelques siècles sont venus déséquilibrer un écosystème que elles et leurs ancêtres avaient contribué depuis des millénaires à conserver. Et ce qu'elles viennent dire, c'est aussi mettre en avant leur savoir. On va être complètement fou de venir dérégler ce savoir que nous on a, parce que nous on sait exactement combien d'arbres on peut couper chaque année pour permettre à la forêt de se régénérer. On sait exactement où mettre nos déchets pour ne pas polluer la rivière. On sait exactement comment faire que notre communauté de villageois puisse continuer à vivre en harmonie avec cette nature. Et enfin, il y a autre chose qui est dit dans cette image, c'est la non-violence, qui pour moi est un outil de lutte politique. Je pense que pas me tromper en disant qu'il est né à ce moment-là en Inde. Enfin, il a aussi beaucoup inspiré Gandhi. Enfin, il est né bien avant, mais Gandhi s'est inspiré des féministes indiennes. Ça, c'est quelque chose que Gloria Steinem m'avait confié. Et en fait, cette idée de résister à une force guerrière, à des personnes qui sont armées, à des personnes qui viennent avec des lois, avec des juges, avec des policiers, par la non-violence, par la force d'inertie des corps, par le fait de s'enlacer les mains et juste d'arriver sans armes, sans armure pour lutter contre ça, c'est quelque chose de très très fort. Et je suis pas surprise qu'aujourd'hui ce geste-là, on le retrouve chez les jeunes militants et militantes écologistes d'Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation, qui finalement, en s'asseyant simplement sur le bitume d'une route, arrivent à causer encore plus de désordre que s'ils venaient armés jusqu'aux dents. Donc voilà, je pense qu'en fait cette image, elle a beau avoir 50 ans, elle est d'une modernité absolument bouleversante.
Et elle fait aussi penser à ce slogan de pas mal de mouvements de désobéissance civile et aussi de zadistes qui disent « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Exactement, ouais. Alors, on va passer rapidement donc, à votre première pièce à conviction à vous, Alexandra. Donc vous avez choisi un livre qui est un livre de Corinne Pelluchon qui s'appelle L'espérance ou la traversée de l'impossible et qui démontre que en fait la confrontation à la possibilité d'un effondrement de notre civilisation est en fait l'occasion d'un changement qui pourrait ouvrir un horizon d'espérance. Et elle utilise à dessein le terme espérance et non pas espoir ou optimisme. Et elle y explique que les femmes sont plus à même d'ouvrir cet horizon-là d'espérance parce que les cycles menstruels, la grossesse ou l'accouchement inscrivent sans cesse leur corps dans les rythmes et les limites de l'existence. Pourquoi est-ce que ce livre vous a particulièrement parlé ? Alors, il faut quand même qu'on dise qu'au départ, j'avais un autre livre, mais celui-là, je l'ai lu ce week-end et du coup, il était. On va évoquer rapidement l'autre livre après. Oui, on va parler. Et donc, il était tout fraîche et ça m'a beaucoup émue parce que Corinne Pelluchon, c'est donc une femme qui essaie vraiment de créer une œuvre philosophique. Elle est très animée par la cause animale, donc tous les vivants, et elle a beaucoup travaillé sur l'éthique de la considération, donc comment on vit une vie en considérant tous les vivants avec respect et gardant la dignité de tous les vivants. Et donc là, elle écrit de sa propre traversée des grandes dépressions qui sont aussi liées à un environnement donc, qui l'inquiète, l'éco-anxiété, à un désespoir personnel quelquefois. Et je trouve cette notion d'espérance qui dit cette espérance, elle vient après le désespoir qui est un enfermement. Donc, je trouve cette notion très intéressante. Donc, elle dit l'espérance, c'est un acte volontariste, un acte de pensée. Et on a aujourd'hui besoin d'espérance. On a besoin de croire à ce monde où on est convaincu qu'elle est déjà un peu là, même si tous les signaux aujourd'hui peuvent aussi nous dire qu'en fait, on se trompe. Mais moi, j'ai cette conviction-là aussi que cet avenir, il est déjà en train de germer. Et elle parle aussi de l'importance des récits, donc de nouveaux récits. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel et ça dépasse donc la notion d'écoféminisme. Et elle ouvre un chapitre où je n'ai pas d'opinion arrêtée. Je vous le dis très sincèrement parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'essentialisation de la femme à la biologie. Mais il y a aussi quelque chose qui reflète mon propre vécu en tant que femme, où en effet, le fait de devenir mère, le fait de traverser les âges, cette métamorphose-là m'a fait évoluer plus, je trouve, dans ma conception du monde, comment je l'approche, comment je la conçois, comment je veux la construire. Et c'est une ouverture particulière. Et c'est cette porte-là qu'elle ouvre, qui est bien sûr discutable, je pense, mais elle dit, justement, elle rentre dans la phase de la ménopause. Elle dit, en allemand, on dit Wechseljahre, donc les années de changement, de l'évolution, et de la métamorphose. Et elle dit, c'est donc une métamorphose qui lui rappelle la métamorphose qui est aujourd'hui nécessaire pour élaborer de nouveaux récits, pour élaborer une métamorphose face au changement climatique. Et elle dit, notre corps, c'est notre point d'ancrage dans le monde. Et parce que c'est le point d'ancrage dans le monde, le corps a son importance, sans vouloir essentialiser. Et donc, c'est un débat intéressant, je trouve, qui est enrichissant. Alors, on a eu des petits débats cet après-midi, justement, quand vous nous avez parlé du livre. Et Lorraine, vous disiez, les hommes vivent aussi des cycles et ont une andropause et personne n'en parle. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'andropause, en fait. Il y a aussi un moment où les hommes n'ont plus d'érection, perdent leurs cheveux, ont le ventre qui tombe, n'ont plus de désir. Voilà, ça sèche aussi un peu. Enfin, je veux dire, ils vivent aussi quelque chose. Il y a peut-être un intérêt plus fort qui est porté sur la ménopause. Bon, après, je dis ça aussi pour juste enrichir le débat, parce que plus j'entends Alexandra en parler, plus ça résonne aussi en moi. Et notamment...
quand Alexandra, on n'arrivera pas à pas être d'accord, Paloma, Alexandra et moi, on est quand même assez proches. Et en fait, quand tu parles de la façon dont notre rapport au monde se construit à travers le corps, ça me renvoie aussi à ce rapport qui est sorti ce matin, que j'imagine, si vous êtes ici intéressé par les questions féministes, vous avez certainement dû voir dans les médias aujourd'hui. Il y a quasiment une femme sur 3 qui a été victime de viol dans sa vie. La sensation d'insécurité dans l'espace public, c'est quelque chose qui est très partagé par toutes les femmes. Donc effectivement, ce sentiment de vulnérabilité, qui est quelque chose qui doit être, à mon avis, bien partagé par notre genre, modifie probablement notre rapport au monde. Mais je ne peux pas m'empêcher d'ajouter qu'il y a aussi des hommes qui se sentent vulnérables dans l'espace public pour beaucoup d'autres raisons. Donc voilà, c'est toujours à la fois intéressant de réfléchir aux femmes à travers le prisme de la biologie et du corps, et aussi toujours un peu périlleux. Mais tu l'as très bien dit, Alexandra. De toute façon, on va y revenir après. On va s'arrêter très rapidement donc, sur votre autre livre. Vous avez le droit à une option, donc à une première pièce à conviction bis, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous, dans la salle, vous connaissez ce livre. Donc, ça s'appelle Manière d'être vivant. Et Baptiste Morisot, c'est un philosophe qui a notamment conceptualisé ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la sensibilité. Donc, il l'a défini comme l'appauvrissement des mots, des capacités à percevoir, des émotions et des relations que nous pouvons tisser avec le monde vivant. Pour résumer rapidement, en gros, c'est qu'aujourd'hui, nos civilisations modernes occidentales se sont déconnectées du monde vivant, et c'est comme si on avait oublié qu'on était des vivants parmi les vivants, et donc ça concerne aussi bien voilà, les hommes que les femmes, tous les genres. Pourquoi est-ce que vous vouliez justement vous arrêter sur ce livre-là en lien avec le sujet ? Parce que l'écoféminisme, c'est aussi ça, c'est ce que ça dénonce, c'est la crise de la sensibilité aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ce sont deux penseurs et penseuses qui sont proches. Hein. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans sa manière, il écrit magnifiquement bien. C'est très beau de voir comment il approche les animaux, comment il les suit, qu'est-ce qu'il nous apprend sur leur manière d'être vivant. Après, il y avait aussi d'autres concepts. Il y a la vulnérabilité qui ressort aussi chez Corinne Bellachon. Mais il y avait aussi quelque chose, il a mis deux mots sur deux choses que je trouve très importantes. Par exemple, il parle beaucoup de la solastalgie ou de ce que lui, il appelle la saudade d'ici, c'est-à-dire qu'on commence à être nostalgique d'un monde qu'on a connu et qu'on ne connaîtra plus, qui est en train de disparaître. Et donc, cette manière, il a aussi une réponse qui, pour lui, est donc la réponse d'une éthique des égards. Corinne Bellachon, elle appelle ça l'éthique de la considération. Comment j'approche la vie et le vivant, c'est avec une éthique des égards, avec une éthique de la considération. Et c'est donc contre cet universalisme hégémonique, qui en fait, hégémonique n'a servi que l'homme blanc dominant, et de l'autre côté, bien sûr, pas un différentialisme essentialiste, mais trouver une autre voie. Et cette autre voie, cette éthique des égards ou cette éthique de la considération me semble intéressant, et c'est pour ça que ces deux livres, elles se complètent aussi très bien. Alors justement, ça nous fait un lien avec ce qu'on a déjà évoqué depuis le début de ce procès. Donc c'est cette idée, ce problème originel qui est cette distinction entre nature et culture qui a été faite à la fin de la Renaissance et qui a justifié en fait les pires systèmes de domination et d'oppression, parce qu'on a eu tendance à mettre en fait les minorités du côté de la nature et donc en partie les femmes qui n'étaient d'ailleurs pas si minoritaires que ça. Et donc en fait ce sont les hommes dominants, donc une petite poignée d'hommes, et ça je pense que c'est important de le rappeler, c'est vraiment pas tous les hommes, qui se sont identifiés à la culture, à l'action, à la noblesse, et qui par là en fait se sont permis d'asservir le monde en quelque sorte, et donc aussi bien de justifier l'esclavagisme, la domination des femmes, et aussi évidemment la destruction de la nature. Donc à ce stade, en lien avec ceci, j'appelle à la barre Raphaël Bory, qui est conservateur du patrimoine en charge du pôle croyances et religion au MUSEM, et qui va nous proposer un petit détour par l'histoire pour mieux comprendre le présent à travers un objet des collections du MUSEM. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'objet que je vous présente ce soir des collections du MUSEM est donc
un petit pas de côté par rapport au sujet que l'on évoque jusque-là, mais vous allez voir qu'on va y retrouver toute une série de problématiques que l'on a évoquées jusque-là, qu'il s'agisse du rapport au corps, de celui de la nature et de la culture, ou encore de la résistance et de la manière dont on peut l'envisager. Donc cet objet des collections du MUSEM, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un parchemin. Alors l'écriture qui se trouve dessus nous permet de le dater. Il date du milieu du XVe siècle. Il provient probablement du sud de la France et il comporte un certain nombre d'inscriptions et d'images que vous pouvez voir. Alors, on y retrouve une diversité d'informations. Il y a des textes qui proviennent des évangiles, des prières en français, d'autres en latin. Certaines de ces prières sont tout à fait orthodoxes et conformes à la doctrine ecclésiastique. D'autres le sont un petit peu moins, sont un petit peu plus fantaisistes, ont des composantes magiques, par exemple des invocations aux 73 noms de Dieu en grec, en hébreu et en latin. Et ce qui est intéressant également, c'est que la fonction de l'objet est précisée sur le texte lui-même. Je vous le lis. « Et si femme travaille d'enfant et c'est écrit sur elle, tantôt se délivrera de l'enfant, né l'enfant ne périra, né la femme ne mourra en cet moment. » Donc il s'agit d'une amulette, un brief pour utiliser le terme qui était en vigueur au XVe siècle, qui était utilisé lors des accouchements. Il était appliqué très certainement sur le ventre des femmes. D'ailleurs, on voit de petites taches de sang à certains endroits du parchemin. Alors les autres exemplaires que l'on connaît étaient souvent placés à l'intérieur d'un sachet, c'est-à-dire que les formules et les textes qui se trouvaient dessus n'étaient pas faits pour être lus de manière quotidienne, mais ils avaient véritablement une puissance magique de par leur existence et par leur dissimulation. Donc on est sur un objet qui est à mi-chemin entre l'objet religieux, puisqu'on est dans un contexte chrétien avec des prières, des textes issus des évangiles, mais qui a également une forte valeur magique de par l'usage qui est le sien. On est véritablement au cœur de ce monde un peu intermédiaire des croyances populaires qui est très représenté dans les collections du MUSEM. Alors, jusque-là, les éléments dont je vous ai parlé se trouvaient au verso de l'amulette. Ici, vous avez le recto qui est présenté. Et au recto, il n'y a qu'un seul texte. Il s'agit d'une vie de Sainte Marguerite en français. Donc, Sainte Marguerite qui est d'ailleurs représentée sur une miniature de l'amulette. Alors, cette Marguerite aurait, selon la légende qui nous a été transmise, vécu au IIIe siècle à Antioche, en Syrie. C'était la fille d'un prêtre païen. Et elle s'est convertie au christianisme. Suite à cela, son père l'a reniée, l'a rejetée, elle a été vivre avec sa nourrice chrétienne et elle s'est mise à garder des moutons. À l'âge de 15 ans, le préfet romain Olybrius la remarque pour sa beauté et lui demande alors soit de l'épouser si elle est de condition libre, soit de devenir sa maîtresse. Elle refuse parce que ça impliquerait d'abjurer sa foi, d'adorer à nouveau les faux yeux et de céder aux avances qui lui sont proposées. Et le préfet, très vexé bien évidemment, va décider de lui intenter un procès et de lui faire infliger toute une série de tortures abominables, de la fouetter dans un premier temps, de lui déchirer les seins avec des griffes de fer. Bon, je vous épargne l'intégralité de la liste. Elle reçoit une apparition divine qui lui donne le courage de continuer à résister à ses souffrances jusqu'à ce que le préfet, excédé face à sa résistance, décide de la faire décapiter. Alors, il s'agit du régicide d'origine auquel des théologiens du XIe ou du XIIe siècle ont rajouté un autre élément, plus fantastique ou merveilleux, qui est un épisode où elle aurait été engloutie par un dragon infernal et elle aurait été engloutie vivante et elle aurait réussi à sortir du ventre du dragon, alors toujours grâce à sa foi et grâce à la petite croix qu'elle portait sur elle, et donc elle en serait sortie indemne avec le dragon au ventre ouvert qui girait à ses pieds. Donc en raison de ces nombreuses souffrances que Marguerite a endurées, elle a été très tôt considérée comme ayant le pouvoir de protéger miraculeusement ceux qui auraient recours à elle contre n'importe quel danger ou n'importe quelle souffrance, mais plus particulièrement et c'est le cas dans notre amulette ici, pour les femmes en couche. Alors ça peut sembler au premier abord étonnant pour une jeune femme qui était morte vierge, mais sans doute l'image de Marguerite qui surgissait
s'agissait indemne du corps du dragon, évoquait de manière symbolique la délivrance d'un accouchement rapide et heureux, une espérance d'autant plus forte à une époque où la mortalité lors de l'accouchement était bien sûr particulièrement élevée. Alors, cette amulette, elle fait partie des objets et des techniques mobilisées par les sages-femmes, les accoucheuses, les ventrières, selon les différentes appellations en vigueur au XVe siècle, donc de femmes qui disposent à la fois d'un savoir technique et d'un savoir magico-religieux très spécifique. Alors, en raison de ce savoir, elles ont fait l'objet d'accusations assez ponctuelles de sorcellerie, mais on s'est rendu compte qu'il s'agissait quand même d'accusations assez marginales, prononcées par des inquisiteurs jugés extrémistes par leurs propres collègues. Les sages-femmes jouaient une fonction qui était tout à fait essentielle, et il était difficile de s'en passer. Elles n'ont donc pas connu de véritable persécution en tant que telles, mais toutefois, leur rôle a été progressivement contesté par le corps médical, majoritairement masculin bien évidemment, à l'époque moderne, puisque on estimait que, particulièrement pour les accouchements les plus importants, les accouchements royaux, princiers, le fait que ce soit des femmes qui en soient chargées était tout à fait inacceptable, et petit à petit, le corps médical a opéré une forme de reprise en main de ces savoirs obstétriques. Les sages-femmes ont continué à jouer un rôle, mais sous le contrôle et la supervision du corps médical. Donc la question qui est posée ce soir sur est-ce que les femmes peuvent sauver la planète, notre objet nous rappelle en tout cas qu'elles ont toujours eu une place centrale dans cette origine du monde qu'est l'accouchement, grâce à la spécificité de certains de leurs savoirs et de certains de leurs savoir-faire. Et donc on touche là à cette question délicate qu'on a déjà évoquée, de la spécificité du rapport des femmes à l'environnement. Est-ce qu'il existe? Et si oui, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le mettre en rapport avec la domination masculine? L'histoire de Sainte Marguerite en est un triste exemple qui rejoint finalement cette idée de résistance uniquement par le corps face aux agressions, face à la violence, face à des hommes en armes, et également avec la question du corps et la question de la maternité, donc, dont témoigne cette amulette, et la manière dont on peut interroger ces éléments sans tomber dans l'écueil de l'essentialisation des femmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Lorraine, Alexandra, qu'est-ce que ça vous évoque, cet objet, sachant qu'il date du XVe siècle et que, en tout cas, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'un siècle plus tard commence la chasse aux sorcières et que cette chasse, il avait déjà peut-être un peu commencé là, mais en tout cas, et que cette chasse aux sorcières, justement, s'attaquait à des femmes qui étaient sages-femmes pour beaucoup, qui soignaient grâce à leur savoir, grâce aux plantes, et qui, parce que justement, elles allaient à l'encontre de ce qu'on pouvait appeler à l'époque les débuts d'une forme de modernisation de la médecine, et surtout parce qu'elles étaient des femmes, donc elles n'étaient pas censées détenir du savoir, ont été poursuivies et tuées en masse. Ce que montre bien cet objet, moi je suis hyper bouleversée en fait que ça arrive jusqu'à nous. Je trouve ça très très beau. Ça nous montre aussi quelque part une histoire de lien spirituel au vivant et à la nature qui a été aussi éradiquée par une espèce de pensée scientifique, universaliste, etc., où finalement il y a l'objectif et le subjectif, le concret et l'irréel, l'émotion et la rationalité, qui est aussi une construction binaire, évidemment. En tant qu'être vivant, on sait très bien qu'il y a des choses qui relèvent de la croyance, qui relèvent de l'émotion et qui sont tout aussi réelles que les choses qu'on peut quantifier mathématiquement. Et je trouve que finalement, la disparition de ce type de croyances et l'inquisition contre ces croyances, qu'elle ait été marginale ou massive, comme le pensent les féministes, ça montre aussi finalement la perte d'un certain lien à l'émotionnel dont tu parlais aussi tout à l'heure, Alexandra. Et tout ça, ça va de pair, en fait. Tout ça, c'est des mouvements finalement qui sont parallèles et qui aboutissent à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire cette situation où comme le livre dont vous parliez tout à l'heure, un enfant n'est plus capable de reconnaître le chant d'un oiseau ou de connaître le nom d'une plante qui pousse dans son jardin, alors qu'il connaît le nom de toutes les marques de vêtements qui sont dans les vitrines, quoi. Donc voilà, pour moi, ça raconte tout ça, cet objet-là aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien d'une certaine manière, parce que Raphaël parlait de magie par rapport à cette amulette, à des accusations qu'on peut faire aujourd'hui justement aux écoféministes d'être ésotériques, de ce que vous évoquez aussi Lorraine à un moment en disant dans votre livre je pourrais vous inviter à danser nu sous la pleine lune mais vous me prendriez pas au sérieux. Vous dit, on fait ça, c'est un peu froid quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un retour, d'une certaine manière, à cette idée d'essayer de comprendre comment les plantes peuvent nous soigner, à revenir à ce savoir-là, et à peut-être reconnecter à une autre forme de spiritualité qui n'est pas forcément liée à une spiritualité religieuse. Et donc, est-ce que finalement, comment vous voyez ça, vous, et est-ce que vous pensez que les critiques envers ce supposé ésotérisme de l'écoféminisme sont fondées? Ouais, je me sens pas très légitime pour parler de ça parce que je pense que je n'ai pas une opinion très bien informée sur ça. Moi, et la question de la spiritualité est aussi très personnelle. Moi, personnellement, je crois que sans spiritualité, peu importe laquelle, c'est difficile de guérir et aussi de se projeter dans l'espérance, justement dans un récit autre. Moi, je vois depuis le début un peu de nos échanges, est-ce que j'aimerais dire aussi, suite à votre intervention, c'est bien sûr, il y a beaucoup d'expériences qui sont différentes, mais il y a aussi une expérience partagée autant que femme, et de la condition de femme. Et je pense que ça, on la voit là dans une forme extrêmement extrême, on le voit avec la chasse aux sorcières, mais il y a une expérience qu'on partage tous, et toutes surtout, qu'on partage toutes, qui est une expérience d'oppression. Moi, par exemple, ça m'a pris quand même 45 ans pour comprendre qu'une femme est toujours trop quelque chose. Pendant 45 ans, toutes les critiques qui m'ont... Non, pas au début, mais entre mes 15 ans et mes 45 ans, on me disait que trop ambitieuse, trop dure, trop agressive, trop... Je ne sais pas. Et pendant 20 ans, j'étais en train de me poser des questions, comment changer et comment m'améliorer. Et jusqu'au moment où j'ai discuté avec d'autres femmes de pouvoir, qui avaient exactement la même expérience d'être quelque chose de trop. Et maintenant, j'invite toutes les femmes dans la salle de se poser la question, quel est le reproche qu'on leur fait, en quoi vous êtes de trop. Et donc ça, ce sont des expériences partagées qui s'appliquent à toutes les cultures. Moi, je pose la même question. Moi, je travaille sur un programme de femmes scientifiques en Afrique pour soutenir de jeunes femmes scientifiques africaines. Moi, je leur pose au début de mon intervention la question, qu'est-ce que vous êtes de trop? Elles ont exactement la même expérience. Elles sont trop dominantes, trop ambitieuses, trop dures. Donc, il y a quand même, bien sûr, ce qu'on en fait, quelles sont nos aspirations. Chacune a droit à son propre récit. Mais je ne pense pas qu'il faut, au nom justement de ce respect de la différence culturelle, nier cette expérience partagée qui commence là et qui malheureusement est aussi celle de ce matin d'une femme sur 3 et qui est celle de femmes de pouvoir, etc. Donc on a quand même des expériences partagées. Alors c'est un lien parfait avec la deuxième pièce à conviction. C'est une question, on tourne autour d'elle depuis le début, donc cette question de l'essentialisation, qui est un reproche qu'on fait souvent en fait quand on parle d'écoféminisme, et aussi justement de se poser cette question que je posais au début, qu'est-ce qu'on entend par femme exactement? Alors justement, on va examiner la deuxième pièce à conviction de Lorraine Bassine, qui est une interview où Simone de Beauvoir s'explique sur sa célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », qui a souvent été mal interprétée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pièce à conviction, Lorraine ? Parce qu'on s'en lasse pas de cette phrase. En fait, elle a écrit Le deuxième sexe en 1949. Donc là, la vidéo date de 73 à nouveau, d'ailleurs. C'est marrant, tiens, cette date. Oui, c'est drôle. Donc on est quand même, elle est encore 25 ans après l'apparition de son texte en train de s'expliquer sur cette phrase qui, donc, en 2023, n'est apparemment toujours pas comprise. Donc revenons-y. Quand on dit on ne naît pas femme, on le devient, on dit qu'elle dit qu'il n'y a pas de destin. Et c'est vraiment
très important cette notion de destin. Je réécoutais Michel Perrault ce matin, 94 ans, qui réinsiste sur cette idée de destin en disant voilà, le féminisme, c'est ça. C'est de bien insister sur le fait que naître femme ne nous assigne à aucun destin, ne nous assigne à aucune tâche. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas devenir mère ou devenir épouse ou devenir douce et polie. On peut, mais on peut aussi ne pas être mère, parler très fort, prendre la tête des opérations et s'inventer une vie. Ce que dit Simone de Beauvoir, c'est que le devenir femme est une construction culturelle et sociale qui prend racine dans 2 éléments, l'éducation, l'enfance des femmes et évidemment aussi l'histoire qui fait que quand on arrive au monde, quand on est déclarée femme à la naissance, on se coltine quelques siècles déjà depuis Sainte Marguerite de violences sexistes et sexuelles en héritage. Et je pense que c'est très important de rappeler sans cesse cette avancée qu'on n'a pas dépassée, on n'a jamais fait mieux. Alors si après il y a eu Butler qui a poussé encore plus loin avec cette idée que le genre était une performance et que finalement la féminité c'était rien d'autre qu'une façon de s'habiller, de se tenir, de parler, tout comme l'est la masculinité, mais elle ne faisait que pousser plus loin cette idée de Simone de Beauvoir qui est de complètement départir en fait la féminité du biologique. Et je trouve que c'est toujours important de rappeler ça à chaque fois qu'on organise un débat dont la question principale commence par les femmes. Oui, bien sûr, les femmes, mais qu'est-ce qu'on entend par femme ? Les femmes peuvent-elles sauver la planète ? Oui. Mais les hommes aussi peuvent, en réalité. Après, les femmes doivent-elles sauver la planète ? Non, certainement pas. On a déjà suffisamment de tâches qui nous sont assignées dans la société. Et d'ailleurs, à la fin de cette interview, elle fait allusion aux travaux en psychologie qui se développent dans les années 70 et qui aboutissent au début des années 80 avec Carol Gilligan à cette histoire de care, à cette pensée du care. Et Carol Gilligan, c'est une psychologue qui va s'interroger sur la psychologie des garçons et des filles et qui va démontrer en fait que très tôt, dans la façon dont on éduque les petits garçons et les petites filles, on développe des systèmes d'éthique qui sont distincts. Les petites filles vont avoir tendance à développer une éthique du care, une éthique du soin, de la sollicitude, de l'empathie et à penser par réseau, par interconnexion, à voir que chaque être humain est relié dans son expérience à un tas d'autres êtres humains. Les petits garçons, dans leur éducation, par les jeux qu'on leur fait faire, par les ordres qu'on leur donne, par les interdits qu'on leur pose, vont être plutôt éduqués à développer une éthique de la justice et à penser en termes « c'est bien », c'est mal. Et Carol Gilligan non seulement fait ce constat, mais constate aussi qu'on va hiérarchiser la pensée du care, c'est moins bien que la pensée de la justice. Penser en réseau complexe, c'est moins intéressant que de penser en tranchant et en disant nous sommes en guerre, comme a pu le dire Macron en 2020, alors qu'il aurait dû dire nous sommes en care, parce qu'on était vraiment dans une crise du soin et de la vulnérabilité et de l'empathie. Merci de réagir, ça marche toujours. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que oui, peut-être qu'aujourd'hui, les femmes sont mieux armées et possèdent ces qualités qui sont nécessaires aujourd'hui pour réparer la planète et sauver l'humanité. Mais certainement pas parce qu'elles sont destinées à l'être, parce qu'on les a construites à l'être. Et tout le monde est capable, en fait, de care. Merci à vous. C'est malheureusement la fin de ce procès. Je pense que pour répondre à la question, on peut dire que les femmes sont déjà en train de sauver la planète, que maintenant il s'agirait qu'il y ait encore plus de femmes avec des expériences de vie différentes et que évidemment les femmes, les hommes les rejoignent. Et pour terminer, je pense qu'il y a quelque chose d'important à retenir sur cette question de l'urgence écologique, parce que c'est quand même de ça dont on parle, c'est qu'il n'y a aucun combat qui est vain face à cette question. Chaque fraction de degrés qu'on peut éviter, eh bien en fait c'est déjà une victoire. Chaque espèce sauvée, c'est déjà une victoire. Et donc il ne faut pas agir dans l'espoir de se dire je vais gagner quelque chose, mais plutôt parce que c'est ce qui nous semble juste à faire, parce qu'il n'y a pas d'autre choix et parce que en général ça donne aussi beaucoup de sens à nos vies. Ça nous permet de les voir sous un autre prisme et de retrouver un peu aussi notre enfant intérieur et ce qu'il voulait vraiment pour sa vie. Et
et ça nous force aussi à revenir à l'essentiel et à ne jamais se résigner et à ne pas abdiquer. Et je pense que c'est aussi l'exemple de beaucoup de femmes qui ont été citées ce soir. Donc merci beaucoup à Lorraine Bastide et Alexandra Palt d'être venues à Marseille pour témoigner. Cette séance a été enregistrée le 23 janvier 2023, avec la participation de Lorraine Bastide, Alexandra Palt, Raphaël Bory et de Paloma Moritz à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.